Bonjour à tous, mon nom est Martin Ouellette. Bienvenue au Bulletin des régions. Cette semaine, on va faire le point sur les actualités dans les régions de Lanaudière et du centre du Québec. Et on va également vous présenter des reportages qui proviennent de partout au Québec grâce à la collaboration des télévisions communautaires associées à Cogeco. Bonne émission. Au sommaire pour vous cette semaine. À Montjoly, l'organisme Les Bourgeons de la Métisse vient en aide aux personnes aînées depuis 40 ans. À Cap-Chat, les pompiers disposent maintenant de matériel de sauvetage pour les interventions en milieu isolé. À Joliette, plus de 70 exposants participent au salon 50+. À New Carlisle, c'est la 4e édition du rendez-vous annuel myco-gastronomique. À Notre-Dame-du-Rosaire, la 9e édition de la course aux couleurs du Sud connaît un franc succès. À Vaudreuil, on célèbre Félix Leclerc avec un spectacle de Marie-Hélène Thibert. À Baie-Saint-Paul, lancement de la 9e édition du Festif à l'école qui présentera 26 artistes dans plus de 80 écoles partout au Québec. Mais pour commencer cette émission, faisons le point sur les dossiers d'actualité dans les régions de Lanaudière et du centre du Québec. J'accueille maintenant Daniel Yvon de CTRB dans la région de Lanaudière, ainsi que Jacob Kenville qui, lui, est au centre du Québec, plus précisément dans la région de l'Érable. Monsieur, madame, bonjour. Bonjour. Bonjour, Martin. On va commencer tout de suite avec Daniel Yvon. Daniel, l'état des ponceaux sur l'autoroute 40 dans votre région là, sème beaucoup d'inquiétudes. Oui, ça l'a fait encore la manchette nationale hier quand il y a eu une étude qui a prouvé qu'il y avait encore presque 40 ponceaux sur un kilométrage d'environ 10 km entre Lanoraie, Lavaltrie et Berthierville. C'est cet endroit-là, si on se rappelle cet été, au mois d'août, on a eu justement une alerte générale, on pourrait dire une fermeture complète de l'autoroute et ça crée beaucoup de choses. Donc justement, à l'écran, qu'est-ce qu'on vous montre? C'est le trafic qu'on peut avoir à la sortie d'autoroute, mais imaginez-vous que vous avez une autoroute complète fermée parce que c'est le lien entre Montréal et Québec, Trois-Rivières, Québec. La problématique qu'on a beaucoup dans le coin ici, c'est qu'on est comme enclavé entre le tunnel, si on veut dire le tunnel Louis-Hippolyte à Montréal, qui est un lien pour faire de la rive nord à la rive sud, et on parle aussi du pont de Trois-Rivières qui est en réparation, qui est quand il y a un accident, quand c'est fermé, ça fait un autre lien, rive nord, rive sud, qui devient fermé, qui devient non accessible, que les gens se trouvent à prendre l'autoroute 40. S'ils veulent aller à Québec, c'est correct, ils continuent, mais si dans leur objectif est de traverser sur la rive sud, on pourrait dire, sont coincés. Qu'on s'est retrouvé avec justement ce ponceau-là au mois d'août, quand il y a eu l'alerte, quand il y a eu la réparation d'urgence, on a eu la chance de pouvoir aller se promener directement sur le terrain. Là. C'est assez exceptionnel par le ministère des Transports. Mais Daniel, on n'a pas allé voir ça. Oui, dites-moi, Daniel, là, il y a quand même plusieurs ponceaux qui sont à refaire. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui va arriver chez vous dans les prochaines semaines? Bien là, présentement, il y a presque 40 ponceaux qui sont classés E, qui sont à être refaits. Bien, il faut avoir les sous ne sont pas faits. Il faut qu'il y ait de la planification. Et on a l'impression ici que c'est fait quand ça coupe, on le répare, puis quand on attend tout le temps la dernière seconde où on attend qu'il y ait des catastrophes pour faire cette réparation-là. Et ça a des incidences parce qu'on parle de l'autoroute 40, mais il y a beaucoup, beaucoup de trafic. Et quand on fait des déviations, on s'en va sur la 138. On a eu justement, on vous a présenté un reportage qu'il y a eu des manifestations pour faire entretenir la route 138. Parce qu'elle est en très mauvais état, il faut le dire aussi. La 138, c'est pas mieux que la 40 chez vous, la 138, là. C'est ça, la 40, puis c'est non carrossable. Et c'est la route verte, c'est censé être le chemin du roi. Et c'est très dangereux
en qualité de route, là. Il y a eu des manifestations au mois de septembre pour ça. Puis ça crée aussi des désagréments au niveau des citoyens. Tu sais, voir passer tu sais, de la circulation, je sais pas dire, presque Oui. 24 heures sur 24, ça crée des embouteillages, ça crée plein de choses que c'est assez, comment qu'on pourrait dire, je dirais pas cacophonique, mais très pratique pour la région, là. On pourrait dire que le pire est à venir. Et non seulement vous avez des problèmes au niveau de la circulation routière, mais quand on regarde le traversier Sorel, Saint-Ignace de Loyola, ça va pas mieux non plus du côté du service de traversier. Non, ça va pas mieux. On a eu justement des avis la semaine dernière comme quoi qu'on aurait un bateau au lieu de 2 bateaux. Il faut Oui, expliquer qu'on a des traverses aux demi-heures et là, ils ont décidé de les mettre à l'heure à cause des entretiens mécaniques, en cause des qui prennent un oui, bateau. Nous autres, on est souvent l'enfant pauvre. Par contre, on est l'enfant qui crée le plus de revenus. La traverse est rentable. On sait très bien que c'est une des traverses les plus rentables parce que justement, encore là, c'est un lien entre la rive nord et la rive sud. Et oui, les traversiers, quand ils ont besoin de traversiers pour aller ailleurs, on parle de Tadoussac, tantôt on parlait de l'île aux Coudres, des choses comme ça, oui. bien, ils prennent un bateau de Berthier puis ils l'envoient ailleurs. Donc, ça crée encore là de la congestion. Les gens deviennent frustrés. Les citoyens, ça devient même un enjeu, je vous dirais, politique municipal. Des citoyens qui demeurent sur la route, qu'est-ce qu'on appelle, nous autres, le chemin de la traverse. On voit Oui. justement des photos. Bien, ils ne sont pas capables de sortir des maisons. Parce que l'usager, lui, pense que tu vas venir le couper. Ça crée des frustrations. On a même vu cet été des files d'attente qui allaient jusqu'à des ponts, parce que pour se rendre au traversier, il faut traverser 3 ponts. OK. Et tu n'as pas le droit de t'arrêter sur un pont, c'est illégal, mais il n'y a plus de place. Puis quand tu arrives, tu es résident, je suis résidente de Saint-Ignace, tu veux t'en aller chez vous, je dois couper la file. Il y a des indications à terre là, comme des Oui. quadrillages, mais c'est pas Permettre aux tout le gens de monde qui est prêt à passer. laisser sa place. C'est ça, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à laisser sa place, qui comprend pas que moi, je suis citoyen et que je veux, qu'il y a même une page Facebook, Arrêtons le chaos. Tu sais, c'est là, avec un bateau au lieu de 2 bateaux, ben, ça crée encore plus de chaos parce que il y a beaucoup de transports routiers, là, comme on dit, les 10 roues, des choses comme ça. On a une Oui. compagnie on pourrait dire environnementale, là, qui fait la collecte des déchets, OK. mais elle passe de Berthier, elle s'en va à Sorel, que ces camions de vidange, là, ils passent régulièrement, là, sont dans les priorités quand tu arrives au bateau, là, que si tu te retrouves avec 4-5 camions, 4-5 10 roues qui veulent traverser, ben toi, comme passager, tu ne penses pas, là, ils vont passer ces clients-là, là, parce qu'ils sont payants. Daniel, est-ce qu'on a des informations qui proviennent de la Société des traversiers du Québec sur votre situation? Est-ce qu'il y a des réactions officielles qui ont été données face à la situation que vous vivez? Ben, parce que je sais qu'un comité où justement il y a des gens de Saint-Ignace, il y a des OK? comités, il y a des rencontres avec la Société des traversiers du Québec, mais il n'y a rien qui bouge. Tu sais, ils ont fait un agrandissement Bon. de l'aire d'attente après la guérite, mais elle n'est pas utilisée. Justement, en plus, demain soir, il va y avoir une rencontre d'information parce qu'ils veulent refaire le quai. On Et parle de encore là, c'est jeudi sûr que ça 16 va... octobre, là. Demain soir, c'est C'est ça, jeudi 16 exactement. octobre, OK? Oui. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'il va sûrement avoir des protestations. C'est impossible qu'il n'y ait pas de ce sujet-là, que les gens soient fatigués, tannés. Ils n'investissent pas en termes de personnel, en termes d'efficacité. C'est vraiment difficile, là. Puis je pense que c'est un dialogue de sourds, là. Alors, et pour ajouter Ils à veulent tout pas payer. ça, mais pour ajouter à tout ça, il y a des problèmes sur l'autoroute 40, il y a des problèmes avec les services de traversier. Puis là, on apprend également qu'avec le bas niveau d'eau dans le Saint-Laurent, il y a des problèmes au niveau de la circulation fluviale. C'est vraiment le trio parfait Bien, c'est chez ça. vous, là. C'est le trio parfait. Oui, c'est ça. Là, on a eu la confirmation hier, mais que j'avais des images que les quais sont à sec. On a eu des apparitions Ben oui. d'îles qu'on ne connaissait pas dans le fleuve. Ça crée beaucoup au niveau de l'érosion des berges parce que les bateaux, ils essayent de penser pareil. Il y a le poids des bateaux quand ils passent sur le fleuve pour pouvoir se rendre à Montréal, se rendre au quai. Là, qu'est-ce qu'on sait? C'est que la Commission des Grands Lacs a autorisé une ouverture des barrages au niveau du lac Ontario. Ça va prendre 2-3 jours, 4 jours avant de se rendre Pour on pourrait monter les dire, au niveaux lac Saint-Pierre. d'eau. Pour monter les niveaux d'eau d'environ un 12 pouces, quand on parle de 23 cm, mettons un 10-12 pouces, ça va être temporaire, c'est sûr que à la longue, ça va s'évacuer dans le lac Saint-Pierre, mais on pense qu'au moins, ça va permettre
propriétaires de bateaux, de pontons, de choses, de pouvoir sortir leurs bateaux, là, de pouvoir avoir accès au fleuve pour qu'on puisse arrêter la navigation, on pourrait dire, estivale, là, parce que c'est une grosse problématique. Les bateaux ne peuvent pas être sortis, des choses comme ça, que c'est une mesure d'urgence, une mesure Eh bien, temporaire. La sécheresse qu'on a eue, les quais vont pouvoir être accessibles, les choses vont pouvoir être accessibles, puis on va pouvoir sortir les bateaux pour... souhaitons-le, Daniel, et souhaitons que 1, 2, 3 problèmes qui concernent toute la circulation à différents niveaux, espérant qu'il y aura des solutions. Si vous permettez, on va aller rejoindre Jacob Kenville, qui, lui, est dans la région de l'Érable. Jacob Kenville, bonjour. Bonjour. Jacob, il y a une grosse question par chez vous là, qui concerne la nouvelle usine de l'acéricole, de la coopérative acéricole La Citadelle. De quoi s'agit-il exactement? Oui, effectivement, Martin. En fait, la coopérative acéricole La Citadelle a récemment fait la demande pour pouvoir ouvrir une usine d'embouteillage de leurs produits. Oui. Cependant, il y a énormément de délais administratifs présentement par rapport à ce dossier chaud-là. Donc, ce qui pourrait se produire, en fait, c'est que l'usine s'implante au Nouveau-Brunswick. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un dossier, dans le fond, c'est un dossier d'une valeur d'environ 40 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. 40 millions de dollars, c'est énormément d'argent pour une grosse ville, mais encore plus pour une petite ville qui compte seulement 9000 habitants comme Plessisville. Donc, si jamais ça devait arriver, ça serait une énorme perte économique pour la ville de Plessisville. Et comment réagissent les gens de la communauté? Oui, bien, effectivement, c'est sûr que c'est mal reçu par les gens de la communauté présentement parce que, dans le fond, évidemment, là, c'est un dossier qui pourrait faire fleurir le développement économique de Plessisville. Donc, c'est sûr que c'est mal reçu de leur côté pour le moment. Mais est-ce qu'on sait à quel endroit ça bloque exactement? Est-ce que c'est au provincial, c'est au municipal? À quel endroit on peine à obtenir des permis pour aller de l'avant? Bien, justement, présentement, la table des MRC du Centre du Québec va mettre de la pression au gouvernement provincial pour qu'il puisse s'impliquer dans le dossier le plus rapidement possible pour pouvoir essayer de faire déboucher le dossier là, le plus rapidement possible. Parlons maintenant d'un autre dossier. Il y a l'humoriste Philippe Laprise qui s'implique et qui crée une fondation pour lutter contre les troubles du déficit d'attention. Pouvez-vous m'en dire plus long? Ben oui, effectivement, le 3 octobre dernier, vendredi 3 octobre dernier, avait lieu un focus show à la polyvalente. Un focus show. Le nom est bien choisi pour un déficit d'attention quand même. Absolument. Un focus show, en fait, ce que c'est que c'est un regroupement d'humoristes qui vont venir faire justement un spectacle dans une salle, dans une ville. Donc, c'est exactement ce qui s'est produit. En tout, là, on pouvait compter environ 10 humoristes qui sont venus justement faire un spectacle au profit de la Fondation Philippe Laprise, qui, eux, luttent pour les symptômes du TDAH et qui veulent promouvoir, en fait, qui luttent pour les symptômes du TDAH. Et puis, au total, là, c'est 42 000 $ qui ont été ramassés en fonds et qui ont été remis à la Fondation Philippe Laprise. Et fait, en fait, intéressant, là, c'est une entreprise de Plessisville qui était l'organisateur principal, Plessitech. Dites-moi, l'humoriste Philippe Laprise ne se cache pas non plus qu'il souffre de déficit d'attention. Non, effectivement, à de nombreuses reprises, il a fait des sorties médiatiques comme quoi il était atteint de la maladie et que c'était quelque chose qu'il avait appris à vivre avec tout au long de sa vie. Mais c'est vraiment sa manière à lui de pouvoir redonner à la population en créant justement cette fondation-là. Et c'est un gars de chez vous, Philippe Laprise? Oui, c'est du Centre du Québec, exactement. Donc, c'était vraiment important pour lui de pouvoir redonner à la place où il vient. Jacob Kenville, merci. Parlons maintenant un peu des élections municipales, parce que ça s'en vient, c'est le 2 novembre prochain. Et là-dessus, je vais demander à Daniel Yvon. Daniel, ça se présente comment dans l'Anaudière, les élections municipales? Est-ce qu'il y a des points chauds à surveiller? Oui, il y a des points chauds. C'est toujours intéressant de suivre les élections municipales, provinciales et fédérales. Et nous, ici, entre autres à la NORAD, je vais vous parler un petit peu des candidats de la mairie qu'on couvre un petit peu plus. Mais à la mairie de la NORAD, c'est deux équipes complètes qui se présentent une contre l'autre. Okay. Donc, André Villeneuve
qui est le maire sortant. Il a été longtemps un député. Il a déjà été maire, il est devenu député provincial et aux dernières élections en 2021, il s'était représenté pour être maire et il avait gagné quand même haut la main. Il se représente avec son équipe, mais une conseillère municipale de son équipe, de son conseil de cette année, se présente à la mairie contre lui. Donc, on se retrouve vraiment avec, je ne vais pas dire 6 contre 6, là, c'est vraiment 6 conseillers, un Une maire. vraie bataille électorale à Lanoraie. Une vraie bataille. Oui, une vraie bataille, c'est ça. Au niveau de Saint-Ignace, ben, c'est un petit peu différent. On a eu notre maire de Saint-Ignace qui était un maire sortant. Donc, il a décidé de ne pas se représenter après presque 38 ans de vie municipale. Donc, c'était quand même assez normal. C'est normal, disons, qu'à un moment donné, tu veux passer la relève. Mais après 38 ans, on le comprend, en tout cas, là. On comprend après 38 ans. Et là, c'est une ancienne, c'est ça. C'est une ancienne conseillère municipale, une conseillère municipale de l'équipe qui était en poste, qui se présente comme maire. C'est la première fois qu'une femme, une jeune femme qui se présente comme mairesse à Saint-Ignace de Loyola, et elle est contre un ancien conseiller dans les années 2010. Donc, c'est peut-être du vent nouveau aussi. À un moment donné, on parle beaucoup des jeunes qui se présentent, de l'implication des jeunes, et ça en et de l'implication des femmes également. On essaie de soutenir ça, oui. C'est directrice présentement de la polyvalente ici de l'école secondaire de la région. Elle était beaucoup impliquée au niveau des loisirs. En tout cas, c'est vraiment une belle candidature. Monsieur Deguise, qui se présente contre elle, est un ancien conseiller des années 2010 là, qui a décidé de faire le saut. Est-ce qu'il y a d'autres luttes à surveiller? Bien, moi, je vous dirais, oui, c'est Saint-Cuthbert qui est un petit peu particulier. Saint-Cuthbert, c'est un petit village de pas près de 2000 habitants. Il y a une contestation encore là au niveau de certains conseillers, mais au niveau du maire, et celui qui se présente contre le maire sortant, Richard Bonibard, M. Gingras, a attendu à 4h28 pour se présenter, pour mettre sa candidature, parce que pour lui, c'était inconcevable qu'il n'y ait pas quelqu'un contre le maire. Donc, c'est une forme de démocratie pour lui. C'est important que les gens qui ne sont pas contents de l'administration puissent avoir une façon de voter pour ou contre qu'est-ce qui s'est passé. Nous, on estime aussi que M. Bellemare est en bonne position. M. Gingras, c'est un nouveau résident de la municipalité. Il n'a aucune expérience en politique municipale. C'est son slogan, c'est « Occupez-vous de vos affaires », oui, mais il dit « Moi, je ne connais rien, je vais apprendre qu'est-ce que c'est bon, l'expérience versus l'inexpérience », disons, on pourrait dire ça. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il ne voulait pas que le maire soit élu par acclamation. C'est ça, exactement. Sa prémisse, c'était ça. Que c'est à suivre. Même dans cette municipalité-là, on parle de faire un gros débat. C'est encore en discussion avec 10 personnes un jeudi soir. Ça peut être un petit peu ardu. À un moment donné, il faut contester, il faut présenter, mais il faut avoir aussi quelque chose qui se fait dans le respect. On a été approché pour suivre ça, mais il y a 10 candidats. Là, si on parle de tous les conseillers plus le maire qui se présente, ça fait beaucoup de monde dans une soirée et on ne veut pas non plus que ça devienne une chicane, là, ça devienne une bataille. Oui, une véritable foire d'empoigne. C'est ça. Jacob Quenneville, de votre côté, là, comment ça se présente les élections municipales dans le centre du Québec? Oui, dans le centre du Québec, donc il va y avoir une course à la mairie dans 4 municipalités au total. Donc, à Plessisville, il va y avoir un duel entre Marc Gendron et puis Marc Morin. À Princeville, c'est le maire sortant, Gilles Fortier, qui, lui, va affronter Raphaël Guérard et un participant de dernière minute, Martin Sévigny. Et fait intéressant, à Princeville, c'est la première fois en 20 ans qu'il y aura une course à la mairie. Bon. Donc, à Saint-Ferdinand également, le maire Yves Charlebois, là, lui, est opposé à Jean Bernier et à Audrey Ouellette. Et à Sainte-Sophie d'Halifax, le maire sortant, Christian Daigle, lui, est défié par Billy Dubois. De votre côté, Daniel, est-ce que dans la Naudière, il y a beaucoup d'élus par acclamation? Oui, il y a quand même eu des élus par acclamation. On parle de l'île du Pas, qui était le maire Goyette, qui a bien été connu parce qu'on a parlé justement de zones inondables. Il est rendu presque un porte-parole. Je m'en ai dit aussi bon que tu es scientifique quand on parle de déterminer les zones inondables. On a fait beaucoup de reportages avec lui. Et Alain a été réélu par acclamation et c'est son deuxième mandat. Et au niveau de Sainte-Geneviève, c'est un vieux routier, Robert Puffal, qui a été conseiller et ça va être son deuxième mandat comme maire qui a été réélu sans opposition. On espère que ça va être par acclamation. Et nous, contrairement, je ne sais
pas si dans d'autres endroits, mais au niveau de la MRC, bien, ça sera seulement au mois de novembre qu'on va élire le préfet. Donc, c'est la table des préfets, pas les préfets, mais la table des maires des 15 municipalités qui s'élisent entre eux autres un préfet. Donc, on ne sait pas comment ça peut donner parce qu'il y a quand même d'autres municipalités dans la région. On parle de la Valtrie, qu'on couvre moins parce que c'est moins notre région, mais le préfet venait de la Valtrie, mais il est en élection. Que ça va être lui après, on ne sait pas. À suivre. Et de votre côté, Jacob, ce qu'on retient, c'est 4 élections dans le centre du Québec, puis il y a d'autres villes où on a été élu par acclamation. Exactement. Alors, sur cette tournée de vos actualités et de la situation sur les élections municipales chez vous, je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Merci. Bye-bye. À Montjoly, l'organisme Les Bourgeons de la Métisse aide depuis 40 ans les personnes aînées ainsi que les personnes en perte d'autonomie à demeurer dans leur domicile. Marc Després, de la télévision de la Métisse, nous en dit plus long. Alors, les Bourgeons de la Métisse qui célèbrent un beau 40e anniversaire. On a vu une belle panoplie de gens qui ont accepté l'invitation. Donc, sûrement que ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Quand on organise ça, on n'a pas toujours le pouls de qui peut venir puis qui va venir. Mais on voit l'importance que les Bourgeons de la Métisse ont dans notre belle région. Et à ce moment-là, peut-être pour les gens à la maison, les Bourgeons de la Métisse, on fait quoi exactement? Dans le fond, c'est une entreprise d'économie sociale en aide à domicile, donc une ESAD. Nous, on fait de l'entretien ménager, préparation de repas, on fait des commissions pour la clientèle. On offre aussi le service de préparation de repas, comme je l'ai dit, de soins d'hygiène. Donc, c'est des services des clients qui sont référés par le CIS de la Métisse. Puis, eux autres, ils nous achètent des services de soins. Donc, nos employés qui sont formés pour donner les soins vont aller accompagner les gens pour leur hygiène personnelle. Ça va être surtout de l'assistance à la personne. Donc, on s'assure que la personne ne chute pas, mais qu'elle est assez autonome pour entrer dans le bain ou dans la douche. Puis, on va l'aider pour faire les parties non atteignables, les cheveux, le dos, les jambes. On va l'aider aussi à l'habillement. Et le tout en réussissant à faire cela à des prix vraiment très bas pour que ce soit accessible à tout le monde. Oui, dans le fond, nous, on est subventionné par une subvention de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Eux vont évaluer, quand on va faire la demande pour le client, vont évaluer le coût de service selon les revenus familiaux total. Donc, si c'est un couple, ils vont prendre les 2 revenus. Puis nous, avec ça, on a un coût de service initial. On soustrait cette subvention-là. Donc, c'est des prix moindres pour ces personnes-là. Et à ce moment-là, donc, on a vu plusieurs personnes qui ont pris la parole. Donc, sûrement de voir que tous ceux-là ont des bons mots. Et souvent, ce sont des personnes qui ont même travaillé avant, qui maintenant s'impliquent. Oui, exactement. Je pense qu'on est vraiment des bons employeurs. Du moins, je le crois. Donc oui, j'ai un CA magnifique. J'ai 3 anciens employés. J'ai 3 personnes qui reçoivent les services même des Bourgeons de la Métisse. Ils sont au courant de l'organisme parce qu'ils ont travaillé pour. Fait que c'est un plus pour un organisme comme nous d'avoir des gens qui ont connu le terrain pour pouvoir poursuivre la mission. Et les élus qui ont pris le temps de remercier le président, entre autres, en lui remettant une plaque. Il y a d'autres plaques qui seront remis aujourd'hui. Oui, dans le fond, nous, moi, je suis directeur général depuis 3 ans, malgré que ça fait 28 ans que je suis ici au Bourgeons de la Métisse. J'ai été adjoint pendant l'autre période. Donc, pour souligner 34 ans de service de l'ancienne directrice, Mme Diane Vaillancourt, on a pensé lui faire une petite surprise en lui préparant un petit spécial, une plaque commémorative pour ces 34 années passées ici. Parce que, s'impliquer, exister pendant 40 ans, on passe par toutes sortes de phases. Oui. Des transformations, des annonces, des pandémies même, on a tout connu. Mais c'est la beauté de notre entreprise. On a su s'adapter. Vous savez, le jour où M. Legault a annoncé que tout le monde arrêtait de travailler, mais ça nous a touchés aussi. Le lundi, on mettait à pied presque tous nos employés. Le lendemain, on devenait essentiel, on les rappelait toutes. Fait qu'on a su s'adapter au cours de ces 40 années-là. C'est sûr que le réseau de corporations des ESAD nous aide beaucoup. C'est une grosse équipe, une grosse machine. On est une centaine d'entreprises économiques sociales au Québec. Puis ils ont une équipe formidable. Ils sont toujours là pour nous soutenir. Et il y a combien d'employés et pour combien de personnes ou utilisateurs présents? Présentement, on est autour de 48 employés, 550 clients environ pour 40 000 heures de service par année. Donc, on a une liste d'attente, malheureusement. J'aurais besoin de 10 employés de plus.
ça serait vraiment... Oui, l'invitation est lancée. Puis j'en profite aussi pour vous dire qu'on a une demi-journée porte ouverte jeudi, le 2 octobre, ici à nos locaux, de 13h à 16h. Fait que ceux qui veulent venir nous découvrir qui on est, parler avec l'équipe ici en place ou simplement venir prendre un petit café et une petite galette, on va être là pour les accueillir. Et qu'est-ce qui démarque les bourgeons de la Métis à ce moment-là? C'est les employés, les aides à domicile sont exceptionnels. J'ai pas d'autres mots. Ici, nous, on s'efforce de trouver les meilleurs matchs pour tous nos clients. On rencontre nos clients éventuellement, puis on sait, à force de leur parler à toutes les semaines, on les découvre. Fait qu'on sait un peu quel employé matcherait le plus avec la clientèle. Mais aussi, c'est la formation. On forme nos employés. Ils ont de l'empathie. C'est pas donné à tout le monde d'aider les autres. De faire de l'entretien ménager 5 jours semaine, c'est pas de quoi qui est facile non plus. Mais on fait tous nos efforts pour les former, les préparer et les encourager. On agit quasiment comme des psychiatres ici. Ils peuvent venir nous voir, nous rencontrer, discuter avec nous autres. On est super compréhensifs. On a beaucoup de mamans monoparentales qui travaillent pour nous aussi. On gère les absences pour maladies d'enfants. Et on est très adaptatifs. Est-ce que ça prend un âge minimum à ce moment-là pour pouvoir bénéficier des services des bourgeons? Ici, c'est sûr que notre mission, à 87 on dessert les 65 ans et plus. Pour les moins de 65 ans, il faut une référence du 6. Il faut avoir un problème de santé majeur. Mais sinon, toute personne de 65 ans et plus, puis je les encourage à faire le pas déjà, même s'ils ne ressentent pas le besoin, pour du moins être sur la liste d'attente là, qui peut prendre de 6 mois à 1 an avant d'avoir des services. Fait que si on ne peut pas attendre d'être malade, c'est ça que je dis à tout le monde. Attendez pas de plus être capable de faire votre entretien ménager pour demander les services parce que vous ne pourrez pas nécessairement les avoir tout de suite. Donc, on dit un gros merci, donc, 1, à vos employés et 2, à votre clientèle aussi. Oui. Une clientèle merveilleuse, une région magnifique. Puis j'encourage tout le monde qui aimerait donner à ces gens-là à venir postuler pour un poste d'aide à domicile. Et qu'est-ce qu'on se souhaite pour les 40 prochaines années? Plus d'emplois, plus d'employés. C'est le nerf de la guerre, oui. Comme partout. Oui. Bien, merci. Merci. À Cap-Chat, les pompiers disposent maintenant d'équipements adaptés pour intervenir dans les milieux isolés. L'équipe de la télévision de la Haute-Gaspésie nous précise de quoi il s'agit. C'est avec une grande fierté et beaucoup d'émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui afin de souligner l'inauguration officielle du matériel de sauvetage hors route de notre précieuse caserne 37. Pour nous, c'est une grande étape parce que ce travail-là a débuté il y a 6 ans avec mes collègues Jean-François Cameron et Stéphane Dumont. Donc, c'est 6 ans de travail, d'acharnement pour réussir à amasser des fonds et pour monter un projet afin de mobiliser toute la communauté autour de cet événement. Donc, pour nous, là, c'est la finalité d'un grand projet. Cette acquisition marque une avancée importante dans notre capacité à assurer la sécurité de notre population en toutes circonstances et sur tous les terrains. Cet équipement-là va nous permettre d'aller faire du sauvetage en milieu isolé, donc en arrière-pays ou dans des endroits qui ne sont pas accessibles via les chemins réguliers. Donc, on a choisi qu'est-ce que ça nous prenait, nous, pour nos conditions climatiques puis nos situations d'intervention. Fait que là, on a sélectionné tous les équipements qui étaient adéquats pour pouvoir intervenir là, dans notre région. Bien, on a acheté, premièrement, on a magasiné pour le 4 roues, qui est un 4 roues que l'hiver, on met des chenilles dessus. Fait qu'ensuite de ça, notre remorque là, est équipée pour l'été avec des roues. Mais l'hiver, il y a des skis qui s'installent dessus. Notre motoneige, c'est juste pour l'hiver, mais c'est toujours bon de partir les 2 véhicules ensemble pour avoir un backup. Des fois, il pourrait arriver que le 4 roues n'est pas capable de traîner la remorque, puis on pourrait le changer pour le mettre sur le skidoo là, sur place. Bien, la remorque, premièrement, elle nous sert à amener tout notre équipement. Donc, tout est à bord. On arrive sur place, on sort les équipements, puis la remorque devient notre PC, notre poste de commandement. Donc, à l'intérieur, il y a des tables génératrices. On peut avoir du café, on va se chauffer, on va s'éclairer. Puis c'est là que les décisions puis les stratégies vont s'établir là, sur place. Le bateau, c'est le UMA 17. C'est un bateau qui est fait au Québec. Celui-là, on peut le déplacer sur les glaces aussi.
Donc, il est conçu pour ça. À ce moment-là, quand on va embarquer sur les glaces, on va s'installer 4 sauveteurs à bord, puis on va le pousser là, comme une trottinette un peu, là, puis on va s'en servir pour rester sécuritaire. On va s'ancrer dessus. Puis ensuite de ça, quand on retombe dans l'eau, bien, on rembarque, puis on part avec le moteur. Donc ça va nous permettre d'intervenir 4 saisons en toute situation. Alors, l'implication, c'est quand ils sont venus me voir et me dire « Hey, on a fondé une association des pompiers. On veut ramasser des sous pour acheter l'équipement, vous aider à la ville à acheter l'équipement. On pourrait faire ça en partenariat parce que financièrement, la ville de Cap-Chat a une limite. Alors, nous autres, on a embarqué là-dedans, on nous a donné une lettre d'appui et là, le projet a commencé. Et ça a commencé assez rapidement. Ils ont commencé par aller voir des commerçants. Ils ont eu l'appui des commerçants. Ils ont eu des sous donnés par les commerçants et les gens de la municipalité. Il y a eu des activités, des soupers, des dîners, comme il disait tout à l'heure. Et là, les gens, à ma grande surprise, ils ont embarqué 100 000 $ là-dedans. Et là, ils ont commencé à ramasser des sous. Et là, ça a grossi, ça a grossi. Ils ont fait l'acquisition d'équipements. Ils ont suivi des formations. Au début, on n'avait pas d'agents préventionnistes. On a engagé un à la demande des gens de la caserne 37. Ce jeune homme-là est allé se faire former, il est retourné à l'école, il a eu sa formation, il a été accrédité il n'y a pas longtemps. Alors, on peut dire que la caserne 37 de Cap-Chat est en pleine effervescence, puis dans le fait de commencer, c'est le début. La suite, bien là, c'est ça fait construire une nouvelle caserne pour accueillir tous ces équipements-là, plus sécuritaires. Alors, il y a un projet qui sort en septembre. Alors, on va appliquer là-dessus, espérant que le gouvernement va nous aider là-dedans. Après tous ces mois de travail, nous avons donc réussi à amasser un montant total de 90 000 $ en 1 an et demi. Ce montant représente 84 du montant total du projet, ce qui est, selon nous, incroyable pour une petite communauté comme la nôtre. Nous souhaitons donc prendre le temps de remercier chacun des partenaires du projet, un par un. Afin de reconnaître votre implication, nous avons l'honneur de vous dévoiler l'affiche de remerciements qui sera exposée en 2 exemplaires, soit une ici même à l'Hôtel de Ville, ainsi qu'une à la halte routière de Cap-Chat, pour marquer cette preuve de solidarité à tout jamais. C'est un événement extrêmement spécial au niveau de l'association, au niveau du service incendie de la ville de Cap-Chat, avec tous ces nouveaux équipements-là, donc qui vont augmenter l'offre de service pour le sauvetage en milieu isolé. Donc, effectivement, c'est une grande journée là, pour la communauté de Cap-Chat. On met beaucoup d'efforts là, donc, dans le recrutement de nos pompiers. Et aussi, on a beaucoup remarqué de jeunes là, entre 18 et 30 ans là, qui s'établissent dans la région puis qui viennent nous voir au service incendie et voient aussi donc, tous les nouveaux équipements, tout ça. Donc, c'est un grand pouvoir d'attraction là, pour notre service incendie. Ça va aussi augmenter donc, le niveau de sécurité, je pense, à nos citoyens et tous les gens qui pratiquent des sports comme le VTT, la motoneige ou le ski, ou même les gens personnellement dans leur chalet ou les choses. Donc, ils arrivent des fois des petits problèmes de santé ou des petits accidents ou des avaries. Bien, nous, ça nous permet à ce moment-là d'être de plus efficace et plus rapide à intervenir avec des équipements à la fine pointe. Parce que dans le fond, notre but de tout ça, nous, c'est de faire la coordination avec nos différents partenaires qui sont la Sûreté du Québec et les ambulanciers. Amener les ambulanciers rapidement à la victime et après ça, de ramener cette victime-là le plus rapidement à l'ambulance de façon sécuritaire et qu'il soit transporté rapidement au centre hospitalier. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est plus que des équipements de travail. C'est un exemple inspirant de ce que nous sommes capables d'accomplir ensemble. À Cap-Chat, nous sommes peut-être une petite municipalité de moins de 2500 habitants, mais notre détermination et notre engagement nous permettent de réaliser de grandes choses. Danny Bérubé de CTB-TV était au salon 50+ à Joliette, où il a rencontré, entre autres, Marie-Josée Taillefer. On écoute son reportage. Les 26 et 27 septembre dernier, les Galeries Joliette ont accueilli le salon 50+. Plus de 70 exposants étaient réunis afin de présenter une variété de produits et services destinés aux visiteurs. L'événement a également proposé une programmation de conférences animée par des personnalités reconnues, dont le pharmacien Chantal Lacroix, Sébastien Buisson, directeur adjoint des Habitations Bordelot, ainsi que Marie-Josée Taillefer. Sur place, nous avons rencontré plusieurs exposants pour en apprendre davantage sur les services offerts à la population. L'Association coopérative d'économie familiale, c'est quoi au juste? En fait, c'est un organisme à but non lucratif. Nous, on est là, il y a 2 principaux services à la CEF.
On est là pour tous les Lanaudois, soit pour les aider dans leurs finances personnelles ou encore dans les aider au niveau de la consommation là, de biens et de services. Donc, finances personnelles, Nathalie, tu peux nous expliquer? Les budgets, c'est quoi? Moi, je vois aussi budget, puis les crédits. C'est pas juste. Au niveau de la consultation budgétaire, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit des gens à nos bureaux ou en virtuel pour ceux qui n'arrivent pas à se déplacer. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait le tour des finances personnelles de la personne. C'est privé, ça, j'imagine? Absolument. C'est confidentiel. Oui, c'est gratuit et c'est confidentiel, effectivement. Moi, je vois là, les droits de la consommation. J'ai une question là-dessus. Moi, je viens de m'acheter un frigo. Puis là, j'ai des problèmes avec mon frigo. Qu'est-ce que je fais là? Il me dit, ah non, vous êtes plus à garantie. Ah oui, je suis à garantie. Non, je le suis plus. Ah, là, je viens sans connaissance. Qu'est-ce que c'est quoi mes droits? Vous nous appelez. Nous, à la CIF, il n'y a pas d'avocat, sauf qu'on peut vous donner de l'information juridique. Donc, on va vous dire, quand on est face à un problème comme ça, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est quoi les démarches? C'est quoi vos recours? C'est quoi les portes qui sont là devant vous? J'aimerais savoir, c'est quoi, au juste, Albatros? Albatros Lanaudière, c'est un organisme sans but lucratif qui accompagne les personnes en fin de vie à leur domicile, qui accompagne aussi les endeuillés. On offre aussi le répit pour les proches aidants. On va aussi offrir les formations pour devenir bénévole, mais aussi pour un proche aidant ou n'importe qui veut apprivoiser le côté de la fin de vie et le deuil. La formation est gratuite, mais tous nos autres services sont gratuits aussi. Donc, que ce soit le service à domicile pour l'accompagnement fin de vie, on a des bénévoles à l'hôpital de Joliette, au nouveau centre de palliatif. On en a aussi à l'hôpital de Le Gardeur. Et dans beaucoup de CHSLD, on a des bénévoles qui sont là pour accompagner les gens en fin de vie, puis accompagner leur famille aussi. Hey, je suis avec Guillaume de Forêt de la Seconde Vie. On s'est déjà vu, Guillaume. On a fait une émission chez toi. Tu es ici présentement au Salon des 50+. Explique-nous exactement, là, qu'est-ce qui se passe chez vous? Oui, bien, Forêt de la Seconde Vie a évolué depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc, on est rendu une entreprise de services funéraires éco-responsable complet. Donc, ce qui veut dire, c'est que, bon, du moment d'un décès, d'un défunt, on peut s'occuper de A à Z jusqu'à l'enracinement dans la Forêt de la Seconde Vie. Donc, ça a évolué. Je crois qu'on s'était rencontrés, c'était de son vivant, on se préparait, on plantait notre arbre. Maintenant, bien, même lors d'un événement qui est fatal, hein, on va tout y passer, malheureusement, bien, on offre justement cette alternative-là écologique, de legs générationnel aussi. Donc, 2 ans plus tard, on est rendu à plus de 200 familles arbres, concessions qui sont vendus, qui sont enracinés sur l'ancien terrain de golf. Fait que c'est ça, vous autres, vous êtes à Sainte-Sophie. Et ce que vous faites, les gens se font incinérer, puis vous les mettez en terre, puis vous transplantez un arbre par-dessus, c'est ça? Exactement. Parmi 5 zones forestières, 25 essences d'arbres au choix. Mais oui, on est un service funéraire complet, comme on connaît là, chacun dans son petit coin, dans son patelin, mais on a créé nous-mêmes notre propre service funéraire éco-responsable. J'en ai profité également pour m'entretenir avec l'ambassadrice des réseaux de Clinique Lob, la seule et unique Marie-Josée Taillefer. Marie-Josée Taillefer, bonjour. Bonjour Dany, bonjour tout le monde. Marie-Josée qui est ambassadrice pour le réseau des Cliniques Lob. Oui. Ça fait-tu longtemps que vous êtes ambassadrice? Ça fait 8 ans, mais plus de 8 ans maintenant que je collabore avec le réseau des Cliniques Lob, mais ça fait, je dirais, l'âge de mon fils, 36 ans que je m'implique dans le monde de l'audition de toutes sortes de façons. Mais là, c'est vraiment plus actif parce que je trouve qu'on a besoin de parler de santé auditive. On a besoin d'avoir des soins une accessibilité plus grande aux soins de santé auditive. Donc, c'est un réseau qui regroupe différents professionnels dans le milieu de la santé, de la communication. Alors, c'est pour ça maintenant qu'on collabore ensemble. Et vous donnez des conférences comme ça régulièrement à plusieurs endroits? Oui, des conférences, que ce soit dans des salons, que ce soit dans des résidences auprès des personnes âgées, que ce soit même auprès du monde médical, des médecins qui ont besoin d'être mis à jour avec ces données-là, de toutes sortes d'associations, que ce soit des retraités, que ce soit l'association du diabète, plein de monde, parce qu'on a tous 2 oreilles, donc ça touche tout le monde. Exactement. Mais je vais vous ramener très, très, très loin avec vos enfants. Oui. Comment vous avez pris ça au départ quand on s'est rendu compte que les enfants avaient des problèmes de surdité? Ah, c'était pas une bonne nouvelle. Ça doit pas, Oh mon Dieu, non, ça bouleverse. C'est comme un virement de cap. C'est parce que, dans le fond, c'est ce qui nous fait peur. Tu sais, nous, il n'y en avait pas dans nos familles, donc c'est l'inconnu.
Puis même encore aujourd'hui, je remarque que l'audition, on ne connaît pas ça tant que ça. C'est pas un sens, on n'est pas porté vraiment... on valorise beaucoup les yeux. Puis on dirait qu'il faudrait porter la même attention sur nos oreilles, mais les oreilles, ça marche tellement bien, ça paraît pas que souvent on oublie ce sens-là. Donc, nous, quand ça nous a frappés, c'est sûr que ça nous a bouleversés, mais ça n'a pas été long qu'on s'est dit, ben là, c'est notre réalité. Les manches, puis vraiment. Parce qu'on leur rend pas service. Ils ont un handicap, mais si on les handicape davantage en n'acceptant pas la situation, on n'avance pas personne. Fait que René et moi, on s'est dit, ben on va tout faire pour les aider. Puis c'est là que le début, puis c'est là que tu commences à voir la lumière au bout du tunnel, parce que tu vas chercher de l'aide avec des gens qui connaissent ça. Écoutez, on voit par votre famille qu'on peut être tout à fait normal, même si on a des problèmes de surdité. Exactement. Hein? C'est ça qu'on ne sait pas au début. C'est ça qui nous fait peur. Puis même quand on a une petite surdité, on est porté à grossir la situation. On dit « Oh mon Dieu, je suis en train de devenir sourde, qu'est-ce qui m'arrive? » Mais il y a des solutions aujourd'hui. Puis c'est ça qu'on ne sait pas. Puis il faudrait qu'on nous le dise. Et en terminant, quel conseil donneriez-vous aux gens pour le soin de nos oreilles, justement? 2 choses. Oui. Prévenir, guérir. Prévenir, quand il y a des sons forts, on essaie de s'éloigner de ces sons-là. Quand on n'a pas le contrôle, on essaie de protéger nos oreilles. Je pense à une personne qui travaille dans un milieu bruyant, n'a pas le contrôle. Donc, protection, bouchon, coquille. Et si on voit qu'on a commencé à avoir des petits soucis, des interrogations, on va consulter, on va passer des tests. Puis après ça, bien, on est pris en charge puis on est aidé. Écoutez, merci infiniment de nous avoir offert ces quelques minutes-là. Ça m'a fait un grand plaisir. Il n'est pas rare que l'on associe champignons et gastronomie, et c'est notamment le cas à New Carlisle, où s'est déroulée la 4e édition du Salon mycogastronomique, nous rapporte Simon Thériault de Télévague. Le 5 octobre dernier, les mycologues amateurs de la Gaspésie se sont donné rendez-vous à New Carlisle pour la 4e édition du rendez-vous annuel mycogastronomique. Jessica Gauvin, présidente de la Société Myco-Nouveau-Brunswick, y était à titre de spécialiste invité, apportant son expérience précieuse à l'événement. J'aide avec regarder les champignons et de les mettre dans les groupes. C'est quoi un peu ta spécialité dans... Je spécialise dans les champignons toxiques, les champignons lamelles, les champignons coprins et les amanites. Puis ton groupe au Nouveau-Brunswick, c'est-tu un peu comme le groupe de la mycologie de la baie des Chaleurs ou c'est différent? C'est un peu le même, un peu différent. Moitié de notre groupe sont vraiment intéressés comme ramasser pour faire le DNA analysis comme d'un angle scientifique vraiment, et l'autre demi c'est vraiment pour manger. Alors toi, tu connais pas mal toutes les variétés, la plupart des variétés des champignons? La plupart, pas toutes, il y a vraiment beaucoup, mais plusieurs, oui. Puis aujourd'hui, tu es sorti avec les gens en forêt malgré la pluie, vous êtes allé faire une cueillette? J'ai seulement sorti au bas des arbres, mais tous les gens sortirent dans la forêt. Puis les gens qui sont revenus ici avec leurs champignons, il y a des fiches d'identification, toi tu les aides un peu, tu leur donnes des conseils? Oui, absolument. Puis l'été comme on a eu, qui a vraiment pas eu beaucoup de pluie, est-ce que ça peut influencer sur la pousse des champignons en forêt? Oui, absolument. Les champignons, spécialement les champignons qui poussent dans le terre, besoin de beaucoup d'eau. Les champignons sont 90% l'eau, alors si ça pluie pas, les champignons n'ont pas de l'eau de faire des fruits. Est-ce que tu es souvent invité à ce genre d'événement-là dans la baie des Chaleurs? Ceci, c'est ma 3e année. 3e année? Yeah, bon, j'aime beaucoup. Bon, ben c'est bien, j'imagine tu vas revenir à la prochaine. Je suis hâte, oui. Qui dit rendez-vous mycogastronomique dit chef invité pour faire déguster des bouchées à base de champignons sauvages comestibles. J'ai rencontré Sylvain Sainte-Croix, chef propriétaire du Jack Crusoe Bistrot Traiteur Rural.
C'est un resto qui est spécial, qui est vraiment basé sur les poissons grillés et les viandes braisées, tout emballé sous vide. Puis aujourd'hui, tu as une invitation spéciale. Oui, on m'a approché pour travailler avec des champignons, ce que je travaille rarement dans mon bistrot. Et j'ai fait une béchamel aux champignons, vin et fromage, avec des champignons aussi sautés et tout ça présenté dans une pâte feuilletée. Donc, ça a suscité ma créativité, puis j'ai bien aimé ça. Ça a quand même l'air bon. Puis, est-ce que tu es arrivé de bonne heure ce matin pour préparer ou il y a déjà des petites choses qui ont été préparées avant? Je vais t'avouer que je me suis levé à 4h30 ce matin. J'ai fait ma béchamel, mais mes pâtes feuilletées étaient déjà faites et puis mes champignons déjà sautés. Mais je suis arrivé à 8h. Donc, debout à 4h30 au bistrot pour faire la béchamel et ensuite m'en venir ici. Tu es prêt à attendre les gens pour la dégustation? Oui, mais ça, ils sont partis cueillir des champignons. Puis, regarde, j'ai juste tout chauffe. J'ai juste à mettre une béchamel dans les pâtes feuilletées puis garnir de champignons grillés. Puis, les champignons, est-ce qu'ils sont fournis par le club de mycologie? Oui, super qualité en plus. Ça m'a été livré avant-hier. Belle présentation, des belles boîtes aérées, top qualité. Mais le gars s'appelle Mathieu, il est génial. Très, très beau produit. Moi, j'ai capoté sur la grosseur des champignons puis sur la qualité, la fermeté. Fait que, moi, je recommande ça d'emblée. Ah, c'est super, les gens ils commencent à arriver, fait que j'imagine que ça va être bientôt pour la dégustation. Tout est chaud. Je vais laisser les gens décanter un petit peu, là, comme je fais dans mon resto aussi. Moi, la restauration, j'écoute beaucoup. Puis, quand les gens sont en train de débriefer, tu sers à rien. Ils sont en train de se parler et d'échanger. Quand l'atmosphère commence à baisser, là, c'est un signe, t'écoutes, puis là, c'est le temps. OK, là, ils n'ont plus rien à se dire. Donc, c'est le temps de se servir à manger. Mais ça, c'est la culture de la restauration. La 9e édition de la course aux couleurs du Sud, qui s'est déroulée à Notre-Dame-du-Rosaire, a permis d'amasser des fonds pour soutenir la santé mentale des jeunes, nous rapporte Mario Lacombe de CEMA TV. Samedi, sous un beau soleil et un paysage automnal féerique, se déroulait la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Madame Lisanne Tanguay du Centre d'aide familiale de Montmagny nous en parle. En fait, la course aux couleurs, elle est là pour permettre aux gens de, premièrement, se regrouper, se rassembler autour d'un événement qu'on veut festif, accessible, familial, mais aussi agréable et, je vous dirais, avec une notion en nature. Madame Tanguay nous explique maintenant comment seront réparties les sommes d'argent recueillies durant cette journée. En fait, cette année, le comité organisateur a décidé que les sous serviraient à soutenir la santé mentale positive des jeunes et de sa communauté. Donc, ce qu'on souhaitait, c'était de rassembler des organismes qui ont comme vocation de soutenir la santé mentale dans le milieu. Donc, on a quelqu'un de Santé mentale Québec-Chaudière-Appalaches, on a quelqu'un du Trait d'Union aujourd'hui, on a aussi une intervenante de l'Ancre, on a le travailleur de rue de la CDC qui est présent. Et tous ces gens-là viennent pour parler de santé mentale positive avec les gens ici. Et l'argent qui va être amassé aujourd'hui, les surplus, les excédents, si on veut, vont être redistribués dans le milieu pour soutenir des activités qui permettent aux gens de se rassembler, un peu comme la course aux couleurs, dans un événement communautaire et pour permettre aux gens de tisser des liens, de développer des liens entre eux. En terminant, Mme Tanguay nous explique le fonctionnement de cette 9e édition de la course aux couleurs du Sud. Oui, en fait, on commence toujours par une période d'échauffement à 9h30 le matin. À 10h, on vient de le voir, a eu lieu le départ du 1 km. Puis ensuite, à 10h30, on va avoir le départ pour le 5 et le 10 km.
Aujourd'hui, ce qu'on a prévu, en fait, c'est à 10h45, on va faire des Olympiades pour les jeunes parce que le 1 km, c'est davantage les enfants qui vont le faire. Donc, nos enfants reviennent sur le site après. On a les structures gonflables pour les amuser, mais on organise aussi, c'est avec l'aide des élèves de l'École secondaire Saint-Paul, des Olympiades pour les occuper. On a le service de cantine, donc ceux qui veulent rester, manger un hot dog, pain de viande, maïs. Aujourd'hui, les recettes de la vente de hot dog, entre autres, vont aller pour un voyage étudiant de l'école secondaire. Ils s'en vont à Pessamit rencontrer la communauté Innu. Donc, l'argent va servir aux jeunes pour ce voyage-là. Fait que c'est un peu ça. C'est très simple, en fait. C'est sûr que l'événement principal, c'est la course. Mais ce qu'on veut, c'est permettre aux gens de vivre une expérience positive, très simple, en communauté, en collectivité. Mario Lacombe à la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire pour CEMA TV. Information. La mémoire du chansonnier Félix Leclerc est soulignée chaque année à Vaudreuil, là où se trouve la maison Félix Leclerc. Et cette année, c'est la chanteuse Marie-Hélène Thibert qui a donné un spectacle en l'honneur de ce pilier de la chanson francophone. Un reportage de Claudel Boutin de C'est-Sûr.tv. L'événement du 2 août, Célébrons Félix, a rassemblé plusieurs générations autour d'un même attachement pour la langue, la culture et la mémoire collective. Dans le cadre de cet hommage, Marie-Hélène Thibert a offert un spectacle empreint d'émotion, soulignant avec brio ses 22 ans de carrière. Comment on sent de venir chanter, en fait, des chansons de Félix à la maison de Félix Leclerc? Bien, c'est un petit plus, hein, parce que moi, je fais un peu à travers le Québec en ce moment des festivals. Puis quand on m'a dit que je venais chanter juste à côté de la maison de Félix, bien, c'est sûr que pour moi, c'est un beau plus parce que j'ai toujours chanté du Félix. Donc, ça va être juste beau. Et il fait beau en plus, donc... Bien, à chaque année, hein, entre le 2 août, qui est son jour d'anniversaire de naissance, et le 8 août, malheureusement, sa date de décès, on essaie, c'est le week-end entre les deux, de célébrer Félix chaque année. Donc, dans les dernières années, on a eu des gens qui sont revenus chanter de ses chansons, d'autres qui sont venus des artistes francophones. L'an passé, on avait eu plus dans le poète avec David Goudreau. Et cette année, Marie-Hélène Thibert, qui vient, qui est quand même une artiste francophone que les gens ont découvert en 2003, Star Academy, donc qui est très connue du public et qui va aussi nous faire que 2 chansons de Félix Leclerc aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un honneur de la recevoir cette année. Bien, j'aurais pu en choisir d'autres. J'en ai 2. J'ai Le Tour de l'île de Félix, que je chante depuis mon premier album, parce que je l'ai en disqué, cette chanson-là. Et elle me suit encore beaucoup. On me la demande encore beaucoup. Et Le Petit Bonheur, parce que c'est une chanson que je chante depuis que j'ai 5-6 ans. On partait en vacances là, avec ma cousine, puis on chantait ça dans l'auto. Tu sais, dans le temps, on n'avait pas d'iPad, d'iPhone, tout ça pour nous aider à faire la route. Donc, on chantait, puis on la connaissait par cœur. Donc, je me suis dit, hey, pourquoi pas me faire plaisir avec Le Petit Bonheur? 22 ans de carrière. Est-ce qu'il y a des moments dans cette carrière-là que vous faites, mon Dieu, ça m'est arrivé, cet événement-là ou cet exploit-là? Oui. En fait, je pense au World Best avec Wilfred. J'ai vécu quelque chose de bien gros. C'était un gros concours dans la francophonie. C'était à Cannes qu'on faisait ça, en France. Et puis, ça a été gigantesque. Là. On n'en revenait pas de vivre ça. Selon vous, c'est quoi le lien entre l'héritage artistique que Félix Leclerc nous a laissé et la culture du Québec présentement? Il y a tellement d'artistes aujourd'hui. On dirait qu'il y a eu, là, dans les dernières décennies, plusieurs artistes francophones, mais je trouve qu'aujourd'hui, à partir des années 2000-2010, il y a encore plus d'artistes francophones, des artistes de tous les styles, hein, que ce soit, peu importe, que ce soit du rap ou peu importe, qui va chercher autant des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés. Donc, je pense que étant un pionnier, ayant un peu débroussaillé le chemin dans la chanson francophone, que la chanson francophone est importante. Puis sincèrement, je pense que c'est l'ancrage pour conserver notre culture et notre identité. Donc, je pense que c'est son héritage qu'il nous laisse.
À Baie-Saint-Paul et partout au Québec, la 9e édition du Festif à l'école ira à la rencontre des écoliers dans pas moins de 16 régions administratives. Félix Chouinard, de TVCO, a rencontré l'organisateur en chef du Festif à l'école, Clément Turgeon. Le Festif à l'école s'apprête à connaître sa plus grosse année à vie. Pour sa 9e édition, le projet devrait visiter plus de 80 écoles à travers la province, tout en présentant 26 artistes. Un nouveau sommet pour le Festival École du Festif de Baie-Saint-Paul. On est là aujourd'hui pour parler du Festif à l'école, votre projet qui se déroule justement dans les écoles, puis qui cette année va connaître sa plus grosse année, si je ne me trompe pas. Oui, vraiment. Écoute, c'est notre 9e édition déjà, puis là, on se transporte là, partout au Québec. Tu sais, c'est pas la première fois qu'on fait une tournée un peu partout en province, mais là, on est vraiment, on va dans 16 régions administratives, plus de 80 écoles. Fait que, tu sais, le seul endroit où on va pas, c'est dans le nord du Québec, puis éventuellement, on aimerait aller dans ce coin-là aussi. Donc, c'est ça, c'est 26 artistes au total qui vont faire 28 tournées. C'est principalement grâce à un soutien financier de près de 950 000 $ octroyé par le gouvernement du Québec que le projet est en mesure de prendre une telle ampleur cette année. Le partenariat qui s'échelonne sur 3 ans permettra aux équipes du Festif à l'école de limiter à 275 $ le montant exigé aux écoles participantes, mais aussi de pouvoir se projeter dans le futur. Ce qui est super, là, dans le fond, nous, l'enjeu qu'on avait souvent, c'était qu'on n'avait pas de financement récurrent pour le Festival à l'école. Je réussissais à trouver du financement à dernière minute pendant l'été, puis là, il fallait confirmer les artistes avant la rentrée scolaire, mais là, on est capable de voir sur le moyen terme. Avez-vous eu peur à certains moments pour le Festival École avec le climat de coupure dans la culture et dans l'éducation? Quand même, je te dirais. Oui et non. En fait, je pense, tu sais, quand on sent qu'il y a quelque chose qui peut fonctionner, je pense, je me disais, on va finir par sensibiliser le gouvernement, puis ils vont embarquer. Je voyais, tu sais, je suis beaucoup la politique quand même, puis le financement et tout ça, puis je me disais qu'il y a quand même dans les priorités du gouvernement, la jeunesse est importante. Mais on a quand même, effectivement, là, on a lancé quelques cris d'alarme dans les 2 dernières années en disant, là, on a quelque chose, on tient quelque chose. Il nous manque juste un financement récurrent. On ne demande pas non plus la lune. On demande juste ce qu'on a besoin pour mener à terme le projet. Puis là, je crains plus vraiment. Tu sais, le programme sur 3 ans, souvent, c'est un programme qui, théoriquement, si on fait bien les choses, on va pouvoir se faire renouveler dans 3 ans. Fait qu'on est très content avec ça. Là. Le projet est d'ailleurs très populaire. Pour les 80 écoles qu'ils visiteront cette année, c'est plus de 350 demandes d'inscription à travers la province. Avec ce grand rayonnement, le festival continue de garder une place de choix aux écoles de la région. Il y a toujours eu une place spéciale pour Charlevoix dans vos projets. Ben oui, tout à fait, tu sais, pour Charlevoix, puis évidemment encore plus pour Baie-Saint-Paul, qui est vraiment notre siège social, tu sais, c'est là, puis moi je suis né à Baie-Saint-Paul, puis ça reste la priorité, là, tu sais, puis ça, c'est un projet, tu sais, c'est exceptionnel un peu qu'on aille partout au Québec. Notre objectif, c'est pas non plus de faire d'autres festivals à l'extérieur, là, ça c'est vraiment dans le cadre scolaire, mais sinon, tout le reste, ça se passe à Baie-Saint-Paul. Pour Clément Turgeon, cette place centrale offerte à Baie-Saint-Paul fait partie de l'essence même du Festival École. À la base, là, le Festival École, je voulais retourner à mon école secondaire. J'ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'école secondaire? Écoute, on était des petits bums à l'époque. On s'est dit, comment on pourrait se faire pardonner? On va aller faire des spectacles avec les jeunes, puis on va comme redonner à l'école qui nous a vu grandir et tout ça. C'est parti juste de ça, puis c'était ça l'intention. Finalement, il y a eu commencé à avoir de l'intérêt dans Charlevoix, puis là, tranquillement, on s'est dit, OK, ben là, faisons-le partout, finalement. Les tournées sont déjà amorcées depuis le début de l'année scolaire et devraient se continuer jusqu'en juillet. Avec un peu de chance, le partenariat de financement devrait pouvoir se perpétuer pour les années à venir, permettant à cette initiative bien de chez nous de continuer à rayonner à travers la province. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.